Et avec nous pour revenir sur cette visite du roi Charles III aux États-Unis, Sylvain Gaillot, docteur en histoire contemporaine Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Selon vous, cette visite du roi Charles aux États-Unis, est-ce qu'elle va améliorer les relations entre Washington et Londres qui sont tendues depuis quand même plusieurs mois ? Alors en tout cas, c'est son objectif. On sait que le roi d'Angleterre, en tant que monarque constitutionnel, ne doit pas se mêler des affaires de politique intérieure ni des affaires de politique internationale. Mais les bruits de couloir et de toute manière la teneur de son discours tel qu'elle a titré dans la presse britannique montre qu'il s'agit d'une visite d'apaisement, qu'elle est censée réparer la relation spéciale qui a été effectivement assez endommagée par les déclarations de Donald Trump et par cette relation un peu compliquée qu'il a tissée avec Keir Starmer. Donc il a réellement un rôle à jouer, Charles III. Oui, tout à fait. La monarchie britannique, traditionnellement, d'ailleurs, Trump le reconnaît lui-même, est un passeport des bonnes relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. On fête en ce moment le 250e anniversaire de la guerre d'indépendance des États-Unis, mais de l'eau a évidemment beaucoup coulé sur les ponts. Ce sont deux alliés, en particulier depuis le XXe siècle. Et il s'agit du coup, à travers cette visite d'État, de montrer la pérennité de ces liens, l'historicité de ces liens, la solidité de ces liens dans le temps long, alors qu'ils ont été endommagés par les turpitudes de la vie politique. Quel est le regard des Américains sur la royauté britannique ? Est-ce qu'il a du poids, Charles III ? Il y a une énorme fascination aux États-Unis pour la monarchie britannique. En cela, Trump est très américain. Il avoue sa fascination. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il avait assisté au couronnement d'Elisabeth à l'âge de 6 ans à la télévision. Les Américains sont très friands de toutes ces histoires, de cette histoire également qu'ils n'ont pas, puisque leur histoire est toute récente. Donc le spectacle d'un monarque représentant d'une royauté millénaire est quelque chose pour eux de fascinant. Des séries comme Downton Abbey, par exemple, ont eu un énorme succès aux États-Unis. Donc on a vraiment ce regard très positif sur l'histoire, sur la culture britannique. Et c'est véritablement une carte qui est jouée par le Royaume-Uni, par le gouvernement Starmer, justement, pour se ménager de meilleures grâces à la Maison-Blanche dans les contextes que l'on connaît. Alors on l'a vu dans le sujet qu'on a diffusé il y a quelques instants, les Britanniques sont plutôt divisés sur cette visite du roi Charles III. Je vous propose qu'on en écoute quelques-uns. Je ne suis pas royaliste, mais je trouve vraiment dommage que le roi et la reine se retrouvent dans une situation aussi délicate. Ils font preuve d'une grande diplomatie, ce qui, je pense, pourrait aider à apaiser les tensions. Eh bien, ça dépend. On ne sait jamais de quelle humeur il est. Ça peut changer d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. C'est donc très difficile d'adopter une ligne de conduite ou une stratégie face à Trump. Charles devrait y aller, prendre un bon dîner, profiter des jardins et puis... Charles est un défenseur de l'environnement et on connaît la position de Donald Trump sur ce sujet. Je pense donc que ça va être vraiment très difficile pour le roi. Est-ce qu'il perd des points, là, Charles III, en se rendant aux États-Unis en cette période aussi compliquée entre les deux pays ? Alors, c'est un sujet véritable. Un sondage effectué par un quotidien britannique, The Eye, a montré que près de la moitié des Britanniques désapprouvaient que cette visite soit maintenue. À peine un tiers suggérait qu'il fallait la maintenir et une vingtaine de pourcents n'avaient pas vraiment d'opinion. Cela montre que c'est un sujet qui divise non seulement l'opinion publique britannique, mais également la classe politique. Vous avez Kevin Badenoch, donc du Parti conservateur, qui a suggéré le fait qu'il fallait maintenir cette visite parce que la relation avec les États-Unis a été quelque chose d'historique qui allait bien au-delà de la vie politique et de ses anicroches. Mais en revanche, des gens comme Ed Davey, le leader du Parti libéral, a pris à partie Keir Starmer à la Chambre des communes pour dire qu'il n'était pas convenable que le Premier ministre contraigne le roi Charles de fréquenter Donald Trump parce qu'il traitait son allié prestigieux britannique comme le patron d'une mafia. Il est allé jusqu'à ces termes. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué qui, par ailleurs, est surajouté avec ce contexte difficile de l'affaire Epstein. Donc on sait que le roi Charles a préféré ne pas rencontrer les victimes du pédocriminel pour ne pas entraver le cours de la justice. Ça lui a été beaucoup reproché. Et au Royaume-Uni, évidemment aux États-Unis.
Et c'est quelque chose qui pèse, qui porte ombrage à cette visite. Alors, il est fort à parier qu'il n'y aura pas de communication sur ce sujet, ni public, ni même d'échanges privés. On les imagine mal parler de ce sujet. On les imagine d'autant plus mal que c'est un sujet qui est à la fois sensible pour la monarchie britannique du fait... On voit sur les images les photos de l'ex-prince Andrew. Du fait du cas Andrew. C'est également un sujet qui est gênant pour le gouvernement Starmer lui-même. On se rappelle que l'ambassadeur Peter Mandelson, qui était l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, a été rappelé pour avoir, lui également, été impliqué dans l'affaire Epstein. Et c'est du reste embarrassant pour le président Trump, dont certains médias américains ont mesuré les accointances avec Epstein. Donc c'est un sujet qui ne sera pas abordé, mais qui pèse néanmoins. Qui pèse aussi possiblement sur l'image que la monarchie renvoie d'elle, non seulement aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni, et qui a très probablement fait beaucoup de ce scepticisme que les Britanniques peuvent avoir vis-à-vis de cette visite d'État, qui pourtant était une visite d'État prévue de longue date, était une visite d'État importante pour célébrer cette fameuse relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, l'année du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Justement, est-ce qu'il ne prend pas un risque, là, le roi, en s'affichant aux côtés de Donald Trump, le risque qu'on le renvoie à son frère, finalement, dont Donald Trump était proche? C'est un risque qui finalement doit être pris dans la mesure où toute la décision ne lui appartient pas. Ça reste un monarque constitutionnel qui est censé représenter son pays et qui exprime la parole de son pays. Il était important pour le gouvernement Starmer que cette visite ait lieu. Il était important que le roi soit l'ambassadeur de son propre pays. Et il était important que le roi s'inscrive dans le ton long de l'histoire et ne se limite pas à être le frère d'un prince, d'un ancien prince, qui a aujourd'hui des soucis avec la justice pour sa proximité avec un pédocriminel. Et qu'est-ce qu'il attend, Keir Starmer, de cette visite précisément? Il attend beaucoup de choses. On sait que la relation entre Keir Starmer et Donald Trump est extrêmement tendue. Elle a toujours été difficile finalement. Et en cela, la relation entre le Premier ministre et le Président est dans la logique de cette relation spéciale qui est surtout quelque chose mis en avant par les Britanniques depuis l'origine, il faut le dire. Les Britanniques sont les partenaires juniors d'un bilatéralisme qui finalement est dominé par les Américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc Keir Starmer, après avoir courtisé Donald Trump dès le début de son mandat, après avoir cherché à être le premier chef d'État étranger, de gouvernement étranger, à être reçu à Washington, a fini par parvenir, à force de courtoisie, notamment par l'action de l'ambassadeur Mandelson, au passage à Washington, à obtenir de Donald Trump, lors de la seconde visite d'État du président l'année dernière, la conclusion d'un accord commercial préférentiel qui a beaucoup aidé les difficultés économiques britanniques. Cet accord commercial, d'ailleurs, aujourd'hui, il est en suspens puisqu'il a été signé, mais il n'a pas encore été ratifié. Et d'ailleurs, Donald Trump, mécontent de la position prise par Keir Starmer sur la question de la guerre en Iran, mécontent de ses déclarations, mécontent des déclarations de la chancelière de l'échiquier Rachel Reeves, qui a qualifié de folie la politique menée par Donald Trump aux États-Unis, Donald Trump a pensé remettre en question la ratification de cet accord. Donc la visite de Charles III arrive, pour ainsi dire, à un très bon moment pour panser les plaies de cette relation spéciale qui, du point de vue politique, a effectivement du plomb dans l'aile, pour ainsi dire. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'un monarque est là pour panser les plaies de la vie politique. On ne se rappelle pas, parce qu'on ne l'a pas connu, mais en 1957, lors de sa visite d'État à Washington, la reine Elisabeth II avait été reçue par le président Dwight Eisenhower. Dans un climat d'enthousiasme, elle avait réussi à séduire l'administration Eisenhower. Un an après, l'une des pires crises qu'avaient connues le Royaume-Uni et les États-Unis, cette fameuse crise de Suez qui avait conduit les Américains à se désolidariser de l'initiative que les Britanniques avaient eue avec les Français et l'État d'Israël, une initiative militaire visant à reconquérir le canal de Suez qui avait été nationalisé par le président Nasser. De manière
manière assez intéressante, la reine Camilla, dans sa tenue, lorsqu'elle a atterri à Washington, portait une broche Cartier qui représentait à la fois le drapeau des États-Unis et le drapeau du Royaume-Uni associés. Bien, figurez-vous que c'était la broche Cartier que portait la reine Elisabeth II en 1957, un an après la crise de Suez. On a donc un fil de continuité évident. Il y a des symboles, qui sont là pour bien montrer que c'est un voyage royal, certes. Il y a beaucoup de pompe, mais que cette pompe doit servir à panser les plaies d'un bilatéralisme qui, aujourd'hui, du point de vue politique, est très éprouvé. Pour revenir à Charles III, Donald Trump l'a présenté comme un très bon ami. Est-ce que c'est une formule ou est-ce qu'ils se connaissent de longue date ? Alors, ils se connaissent d'assez longue date. Il y a près de 40 ans, en 1988, le prince Charles, alors prince de Galles, avait rencontré Donald Trump dans sa propriété à Mar-a-Lago, en Floride. Il avait été reçu pour le thé, évidemment, alors que le prince Charles était présent en Floride pour un tournoi de polo. À l'époque déjà, Donald Trump, dans son emphase rhétorique, l'avait présenté comme un homme merveilleux. Ce sont des hommes qui se connaissent depuis assez longtemps, mais qui se sont finalement fréquentés essentiellement ces dernières années, notamment lors des 2 visites d'État de Donald Trump au Royaume-Uni en 2019 et l'année dernière. Charles était alors prince de Galles et il était devenu l'année dernière souverain. Ils se sont rencontrés en tête-à-tête. De ces échanges ont filtré une relation montrant un certain nombre de désaccords. Il faut le dire, Donald Trump a rapporté le fait que le prince Charles avait évoqué, et de manière très insistante, les sujets qui lui tenaient à cœur déjà en tant que prince et qui lui tiennent toujours à cœur aujourd'hui, le climat et l'environnement. Des sujets évoqués de manière insistante, a-t-il dit, et des sujets sur lesquels le président Trump l'a confirmé à l'époque, ils ne sont pas du tout en accord. Donc ce sont des hommes qui se connaissent, ce sont des hommes qui se sont fréquentés, mais qui ne sont pas du tout sur des lignes politiques identiques, qui ne partagent pas non plus les mêmes valeurs, il faut le dire. En cela, cette visite aura valeur de symbole sur la capacité de la monarchie à dépasser non seulement les clivages partisans de la vie politique, mais également les anicroches de valeurs qui peuvent exister entre le souverain et le président des États-Unis. Donc l'environnement, ça peut être au menu de leur discussion ces prochains jours ou... Il est très possible que la discussion soit évoquée dans ces entretiens en tête-à-tête. Après, il est fort à parier que le sujet ne sera pas avancé de manière politique, de manière extrêmement offensive. Le discours qui sera prononcé au Congrès tout à l'heure par le roi Charles a été rédigé par le cabinet du Premier ministre. Alors sa forme, la manière dont il sera prononcé sera l'œuvre de Charles III, mais au fond, il n'est là que comme ambassadeur du gouvernement du Royaume-Uni. Néanmoins, parmi les autres sujets qui fâchent, Charles III ne manquera pas d'évoquer le fait d'aller de l'avant et notamment la solidité des alliances que les États-Unis et le Royaume-Uni ont pu conclure par le passé. On pense évidemment à la question de l'OTAN. Charles III évoquera d'ailleurs son attachement à la Royal Navy et vantera son rôle et l'atout qu'elle constitue pour le Royaume-Uni en réponse à ce qu'avait déclaré Donald Trump il y a quelque temps, à savoir que les bateaux britanniques n'étaient que quelques joujoux qui ne servaient pas à grand-chose. Donc on aura un discours qui, de manière extrêmement pudique, extrêmement élégante, mais néanmoins ferme, mettra en avant les atouts que constitue le Royaume-Uni pour les États-Unis d'Amérique et qui ne rechignera pas à répondre à ces petites tensions politiques dans un but néanmoins, évidemment, de les penser. Pour en revenir à l'affaire Epstein, on a vu l'impact immense que ça a eu chez les Britanniques, le prince Andrew déchu, les excuses aussi du Premier ministre Keir Starmer. On rappelle que toute la lumière n'a pas été faite sur la manière dont le poste d'ambassadeur aux États-Unis a été attribué à Peter Mandelson. Le Premier ministre, là, il est vraiment dans la tourmente. Le Premier ministre est dans la tourmente. Il a été pris en défaut de connaissance de la réalité des choses et le gouvernement a visiblement extrêmement mal géré ce cas Mandelson, à la fois dans la période préalable à sa nomination, mais également depuis que le scandale a éclaté.
On lisait dans la presse britannique ce matin le fait que le Foreign Office a été incité à accepter la nomination de Mandelson malgré un certain nombre de réserves qui pouvaient être formulées à son sujet. Donc le choix de cette nomination était évidemment un choix politique. C'est un ancien acteur politique, un ancien membre du gouvernement Blair. C'est quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis. C'est également quelqu'un qui connaît beaucoup la Chine, au passage, à une époque où les relations entre la Chine et les États-Unis n'étaient pas au beau fixe. C'était quelqu'un qui avait une grande habileté de négociateur. Il avait travaillé pour la Commission européenne sur la question du commerce et de l'économie. Donc il a véritablement été nommé à Washington dans la perspective de conclure ce partenariat commercial et ce partenariat technologique qui ont abouti lors de la visite d'État. Néanmoins, ce choix a été évidemment depuis extrêmement contesté. Il s'agit possiblement d'une erreur politique. Et cette erreur politique pourrait coûter assez gravement au gouvernement Starmer, dans la mesure où on se rend compte de jour en jour que soit le Premier ministre a été pris en défaut totalement pour ignorance, soit le Premier ministre essaie de couvrir quelque chose qui relève d'une erreur politique. Il y a d'ailleurs un vote aujourd'hui pour déterminer s'il y aura une enquête ou pas ouverte contre Keir Starmer. Pour en revenir à cette visite du roi, et donc elle est célébrée le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Comment elle a évolué, la relation entre les deux pays ? C'est une relation qui a connu bien des tourments, notamment dans ses premières générations, après la signature du traité de Paris qui achève la guerre d'indépendance des États-Unis. On a ce qu'on appelait la seconde guerre d'indépendance américaine, la guerre anglo-américaine de 1812, sur un conflit frontalier qui montre que on a encore des rancœurs, deux générations finalement après la guerre d'indépendance, entre l'ancienne métropole et l'ancienne colonie. Les relations ont tendance à se normaliser progressivement au cours du 19e siècle, d'autant que les États-Unis ne sont encore qu'une puissance toute régionale, qu'un État en cours de construction à l'époque où le Royaume-Uni est le premier empire colonial de la planète et la première puissance mondiale. Le rapprochement se fait véritablement à la fin du 19e siècle dans la rhétorique d'un certain nombre d'impérialistes victoriens. On a déjà la mise en avant de cette fameuse relation particulière de proximité. On ne dit pas encore relation spéciale, mais on met en avant la parenté de langue, de culture et d'histoire pour forger une association qui pourrait bénéficier aux deux pays. Et puis évidemment, l'intervention des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale contribue à rapprocher l'ancienne colonie de l'ancienne métropole dans la défense des démocraties face à un certain nombre de régimes autoritaires. C'est véritablement la Seconde Guerre mondiale qui est l'acte fondateur de cette relation spéciale. On a un partenariat extrêmement étroit entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui est dû à Winston Churchill, dont au passage la mère était américaine, et qui inonde le président Roosevelt à l'époque de câbles, de télégrammes, d'appels téléphoniques et de courriers pour mobiliser les États-Unis aux côtés des démocraties face au totalitarisme en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, on a ce fameux discours de 1946 qui théorise la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Winston Churchill met en avant la gémellité de langue, de culture, l'histoire, la parenté qu'il y a entre les deux pays pour mettre en place la notion d'un destin commun. Et déjà, de manière assez intéressante, il s'agit pour le Royaume-Uni d'inciter les États-Unis à intervenir en Europe. Pourquoi ? Pour protéger l'Europe, ce qu'ils considèrent comme le monde libre, contre l'expansionnisme soviétique. On est en pleine guerre froide. On ne parle pas encore de guerre en Ukraine, mais on a de manière insistante un appel des Britanniques aux Américains pour les aider à la défense de ces valeurs libérales et de leur intégrité territoriale dans un contexte de tension entre l'Europe de l'Ouest et le voisin russe. Aujourd'hui, les temps ont changé. On constate plutôt une dépendance britannique vis-à-vis des Américains. Oui, alors cette dépendance, elle a finalement toujours eu lieu
aux grandes heures de la Seconde Guerre mondiale, la résistance héroïque du Royaume-Uni dépend de manière évidente de l'effort de guerre américain qui vient fournir en armement les Britanniques, dont le potentiel industriel est totalement détruit par le Blitz, par les bombardements nazis. Et très rapidement, les Américains passent pour les partenaires seniors de cette alliance. On a, dans le cadre de cette relation spéciale, au-delà des relations politiques, on a de manière beaucoup moins spectaculaire, mais en fait beaucoup plus importante, un partenariat dans le domaine de la défense, dans le domaine du nucléaire et dans le domaine du renseignement. Alors, les choses sont plus ou moins équilibrées en termes de renseignement, puisque cela relève d'un partage du monde. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont liés depuis l'après-Seconde Guerre mondiale par un accord de partage des renseignements électromagnétiques, qui correspond à un partage géographique du monde avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce sont des relations de renseignement qui sont très fortes et qui reposent en outre sur des habitudes de travail héritées de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout de la guerre froide, et qui reposent également sur la confiance. Choses qui ont été un petit peu entravées par la politique de l'administration Trump, et en particulier cette politisation du renseignement qui a soulevé beaucoup d'inquiétudes à Londres. On a également des relations de défense qui sont issues évidemment de la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'approfondissent pendant la guerre froide. Les deux armées ont évidemment combattu ensemble au XXe siècle, à la fois dans la Seconde Guerre mondiale, mais également sur certains fronts de guerre froide. Les Britanniques permettent aux Américains d'utiliser des bases présentes sur le territoire britannique afin de permettre aux Américains de déployer leur flotte aérienne, ce qui a aujourd'hui un petit peu changé. Effectivement, les déclarations de Trump sur la contribution insuffisante des Britanniques à l'Alliance en termes financiers ont soulevé un petit peu d'inquiétude, ont fait grincer des dents à Londres. Et puis, évidemment, cette phrase selon laquelle les Britanniques ainsi que d'autres alliés seraient restés un petit peu à l'écart lors de la guerre en Afghanistan a soulevé totalement la consternation à Londres. Ça a été d'ailleurs possiblement dans la relation entre Trump et Starmer un point de rupture au début de cette année, car c'est le prix du sang qui avait été payé par les Britanniques dans le cadre d'une alliance sur un point extrêmement fort de l'alliance et de la relation spéciale entre les Britanniques et les Américains. Et c'était possiblement un mot de trop aux yeux des Britanniques que cette saillie extrêmement maladroite et qui montrait à quel point le président parfois parlait un peu plus vite qu'il ne pensait, voire ne pensait pas du tout ce qu'il pouvait dire. Alors, il n'y avait pas eu de discours d'un souverain britannique devant le Congrès américain depuis 1991. Comment il avait été perçu à l'époque, le discours de la reine Elisabeth ? C'était un discours qui était une grande première à l'époque du règne d'Elisabeth. C'était au début des années 90. On était à la fin de la guerre froide. C'était un moment de célébration de cette alliance entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Une alliance qui avait fait ses preuves parce qu'elle avait contribué à la défense du monde libre pendant la guerre froide et donc à sa victoire. La reine Elisabeth portait avec elle un énorme prestige. Je vous l'avais dit, elle avait réussi en 1957 à panser les plaies d'une relation qui avait été extrêmement éprouvée par la crise de Suez, en charmant par sa jeunesse, sa grâce, sa retenue et son élégance ses hôtes américains. L'effet est identique au début des années 90 et c'était en clin d'œil à l'histoire entre le début et la fin de la guerre froide, la célébration de cette pérennité de l'alliance entre les Britanniques et les Américains. Merci beaucoup Sylvain Gaillot d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Partagé, merci beaucoup.